Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Murders Explained. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire assez étrange, spéciale, mais qui a été résolue, ne vous en faites pas. Mais je vais vous demander de vraiment bien suivre l'histoire parce qu'on va partir sur trois disparitions et meurtres différents qui vont tous nous conduire à une seule et même personne. Donc j'aurais pu découper l'histoire différemment de la manière dont je l'ai fait, mais j'avais envie de commencer par une des disparitions et puis petit à petit on va vraiment creuser et se plonger dans cette histoire. J'espère qu'elle pourra vous intéresser et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo à la fin ou au début si vous voulez vraiment ne pas oublier. Commentez avec votre théorie et votre avis par rapport à cette histoire, j'ai hâte de vous lire. Pour les nouveaux, vous pouvez vous abonner juste en dessous si vous voulez nous soutenir gratuitement et moi je vous retrouve après le générique pour vous raconter la première disparition. J'ai décidé de commencer cette histoire en 1996 en Australie. Sarah Spiers a 18 ans à ce moment, en janvier 96. Elle a décidé de sortir en boîte de nuit avec un groupe d'amis. Malheureusement, elle n'est jamais rentrée chez elle. Les détectives ont donc commencé par retracer ce que Sarah avait fait cette nuit-là, la nuit du 27 janvier. Ils ont appris qu'elle avait appelé un taxi à 2h06 du matin, peu de temps après la fin de soirée. Son trajet était planifié, tout était bon, le taxi arrivait, mais personne n'était là. Le chauffeur est donc parti prendre une autre course, peut-être avait-elle déjà disparu. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui et c'est comme ça que je plantais le décor. Et croyez-moi, pas mal d'indices sont dans cette première partie. Toujours avec Sarah, les amis et ses collègues ont commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas lorsque personne ne l'a vue aller à son travail le jour qui suivait. Elle a aussi raté un moment qui était prévu avec ses proches et sa famille, ils étaient super proches, donc ils ont décidé d'informer la police et leur ont demandé de déposer un rapport pour personne disparue parce que c'était vraiment étrange d'avoir aucune nouvelle de Sarah, que ça soit physique ou même téléphone, il n'y avait absolument rien. L'information de la disparition de Sarah est parvenue au public et des personnes ont témoigné l'avoir vue appeler un taxi et l'avoir vue debout à une intersection très tôt le matin du dimanche 28 janvier. Donc ça correspond avec le 2h du matin. Il n'y avait rien qui semblait anormal, donc tous les témoins qui ont dit qu'ils l'ont vue, ils ont dit qu'elle ne semblait pas être en danger ou peu importe, ils ont donc chacun continué leur chemin. Et malheureusement, c'est les seules informations qu'on avait par rapport à Sarah. Rien ni personne ne pouvait aider plus que ça et ça embêtait énormément les enquêteurs. Malheureusement, à ce moment-là, on n'utilisait pas aussi fréquemment et on l'utilisait quasiment pas du tout en fait, c'était la vidéosurveillance. Malheureusement, on n'a aucune séquence qui montre ce qui est arrivé à Sarah. On a fait des recherches approfondies, celles-ci ont mené nulle part, on n'avait aucun témoin de plus, donc on avait un enlèvement qui était probable comme théorie, mais on n'avait rien par rapport à ça. L'affaire s'est donc refroidie, mais quelque chose d'autre est arrivé. Quelques mois plus tard, le 6 juin 1996, une assistante de garde d'enfants qui avait 23 ans, Jane Wimmer, a disparu après avoir quitté l'hôtel. L'hôtel était un endroit en fait qui était comme une boîte de nuit mais c'était renommé l'hôtel, c'était l'hôtel de Claremont et c'était quelque chose qui était très populaire auprès de ceux qui aimaient bien manger, profiter de la vie, sortir et danser. Et par coïncidence, cet endroit, donc cette boîte de nuit, se trouvait dans la même zone d'où Sarah avait disparu quelques mois plus tôt. Tout comme l'affaire de Sarah, un manque de preuves a rendu presque impossible aux enquêteurs de comprendre ce qui a pu arriver à Jane. Elle a tout simplement dit au revoir à ses amis, elle est partie pour rentrer chez elle et elle n'a plus jamais donné signe de vie. Cette fois-ci, on n'avait vraiment pas grand-chose, mais on avait quand même quelque chose et c'était une vidéosurveillance de Jane qui attendait à l'extérieur du bâtiment à minuit 4 avant de se diriger vers sa maison. Il est évident que pour ceux qui ont regardé la vidéosurveillance, d'après les images, si quelqu'un la suivait déjà
À ce moment-là, il était vraiment bien caché. Le 3 août, un petit peu plus tard, une famille était en voiture vers l'extérieur de Clairemont et ils se sont arrêtés près d'un champ pour laisser les enfants cueillir des fleurs, s'amuser un petit peu. Et la famille a marché, ils ont continué et ils sont tombés sur un corps, le corps nu d'une femme qui avait été cachée sous un tas de branches. La famille était choquée par cette découverte et ont évidemment tout de suite appelé les autorités. Les agents ont dit que la gorge de la victime montrait des signes d'un très gros traumatisme. On a fait une recherche approfondie sur la zone et on a trouvé un couteau qui était très proche de l'endroit où le corps a été trouvé. C'était certainement l'arme du crime. Les dossiers dentaires ont été mis sous analyse, ont été rendus publics et ils ont confirmé que les restes étaient ceux de Jane Rimmer, la deuxième femme disparue. On a déterminé plus tard que les marques de coupure trouvées sur le tissu des mains et des bras de Jane montraient des blessures défensives. Elle voulait se battre pour sa vie. Bien qu'il y ait eu des soupçons d'agression sexuelle, ça n'a pas pu être prouvé parce que son corps était déjà en état trop avancé de décomposition. Elle a été victime d'homicide, mais la méthode utilisée pour mettre fin à ses jours, on la connaissait toujours pas. Les enquêteurs, eux, craignaient fortement d'avoir un tueur en série entre les mains, donc un groupe d'enquêteurs a été formé dont le seul but était de trouver qui était le tueur de Clairemont. Les enquêteurs ont demandé l'aide du public pour trouver le tueur de Jane et ils ont trouvé quelque chose. Deux couples qui vivaient près de la zone rurale où son corps a été découvert ont été dire qu'ils avaient entendu une femme crier au moment où on pensait que le meurtre a eu lieu. Les témoins ont affirmé que la nuit où Jane a disparu, ils ont été réveillés par une femme qui criait « Laisse-moi tranquille, laisse-moi sortir d'ici ». Les cris ont très vite été coupés au milieu d'une phrase et tous les témoins sont allés vers les fenêtres pour voir un petit peu ce qui se passait. Malheureusement, ils n'ont rien vu à part les deux feux arrière d'une voiture qui partait. Cette information n'a pas ajouté grand-chose à l'enquête, mais elle pourra peut-être être utile pour après. Les détectives savaient déjà que quelqu'un avait tué Jane. La question était de savoir qui. Et encore une fois, sans preuve physique liant suspect et victime, cette affaire s'est refroidie et a stagné, comme pour Sarah Pierce quelque temps plus tôt. Et malheureusement, les choses ne s'arrêtent pas là. Nous sommes maintenant en mars 1997 et je vais vous parler de Kiara Glennon. Elle était stagiaire, une stagiaire en droit et avait 27 ans. Elle a rejoint des amis à l'hôtel Continental dans la nuit du 15 mars 1997 afin de se détendre un petit peu et de profiter de la vie. Donc l'hôtel Continental, c'est le fameux club qui est à Clairemont. Peu après minuit, Kiara décide de rentrer chez elle. Elle marchait dans les rues qui étaient très sombres, plongées dans la nuit, et elle cherchait un taxi en faisant signe de la main. Malheureusement pour elle, tout a basculé. Trois hommes attendaient à un arrêt de bus. On dit aux autorités plus tard qu'ils observaient une femme, Kiara, qui correspondait à sa description, parler à quelqu'un dans un véhicule de couleur blanche. L'interaction semblait cordiale, il n'y avait pas de signaux d'alarme. Ils ont donc, les personnes qui étaient à l'arrêt de bus, laissé leur attention ailleurs le temps d'attendre leur bus. Malheureusement, Kiara n'était pas face à un taxi. 2 semaines après l'avoir vu pour la dernière fois, son corps a été retrouvé partiellement enterré dans une zone boisée près de Perth. L'état de ses vêtements indiquait clair et net qu'elle a été violée et qu'elle s'est fait couper la gorge. Elle avait également une ouverture très profonde sur son bras qui laissait apercevoir sa chair jusqu'à l'os. Une autopsie a révélé que Kiara avait subi un énorme traumatisme à la tête ainsi qu'une blessure au cou, le fameux tranchage de gorge qui s'est avéré lui être fatal. On a aussi vu qu'elle s'était battue pour sa vie mais malheureusement elle s'était même cassé un doigt dans sa défense. On a retrouvé de l'ADN sous ses ongles et celui-ci a confirmé qu'elle s'était vraiment battue pour survivre. Elle était donc morte et maintenant retrouvée, mais la même question persistait. Qui était à l'origine de ces meurtres? Qui était le tueur de Clairemont? Vous l'avez compris, tout le monde recherchait un tueur et la liste des noms commençait à se faire. On a eu Lance Williams. Il avait 41 ans, il aurait été vu dans les rues de Clairemont plus tard dans la nuit pour demander à des femmes non accompagnées si elles avaient besoin d'un tour de voiture. Il a donc été placé sur la liste des suspects lorsqu'il a été surpris en train d'attraper une policière infiltrée. Pour sa défense, Lance a dit qu'il n'avait eu connaissance des meurtres que parce qu'il a vu dans les nouvelles, ce qu'il a lu dans les journaux. Il a été suspecté
suspecté pendant plusieurs années, mais il a été laissé tranquille en 2008 lorsqu'on a découvert que son ADN ne correspondait pas à celui du tueur. Il est décédé en février 2018 de mort naturelle. Plus tard de la même année, un autre profil ADN à partir des échantillons prélevés sur le corps de Chiara a été entré dans la base de données nationale. Dans un coup de chance, les détectives ont eu quelque chose. Mais ça, on y reviendra après. En parallèle, on a eu une autre personne d'intérêt, Mark Dixie, qui a été reconnu coupable d'avoir violé et assassiné une femme à Londres en septembre 2005. Il a été suspecté pour les 3 crimes-ci lorsqu'on a appris qu'il avait passé une grande partie des années 90 en Australie et qu'il avait souvent visité la région de Claremont. Son ADN a été mis en correspondance avec le viol et la tentative de meurtre d'une étudiante à Perth, mais les échantillons ne correspondaient pas à ceux donc de cette étudiante, Chiara, donc ça a rendu très peu probable que ça soit le tueur. Suite à ça, les enquêteurs ont découvert que les échantillons trouvés sous les ongles avaient les mêmes marques génétiques que ceux prélevés à une autre victime qui date de 1995, soit 1 an avant Sarah Pierce. Après avoir été enlevée et violée par un étranger au cimetière de Karrakatta, cette jeune femme s'était échappée et avait signalé tout ça à la police. Donc les enquêteurs se sont penchés sur cette affaire de 95 plus les 3 crimes qu'on avait et ils ont regardé les autres dossiers pour voir s'il n'y avait pas quelque chose d'autre. Si c'était un tueur en série, pourquoi s'arrêter à 3 victimes? Et ils se sont rendus compte qu'une attaque avait eu lieu en 1988 qui a attiré leur attention. Ce crime parlait d'une fille de 18 ans qui avait échappé de justesse à un viol. Un homme avait cambriolé sa maison, la maison de ses parents, au milieu de la nuit. Heureusement, son agresseur s'est enfui parce qu'elle s'est échappée et elle a crié pour son père. En partant, l'agresseur a laissé derrière lui un kimono qu'il aurait volé sur la corde à linge d'un voisin. Et ensuite de ça, il a été analysé et on a pu avoir des traces de son ADN. En plus de ça, il avait aussi laissé des traces sur les poignées de porte, etc. Donc c'était assez facile d'avoir l'ADN de cette personne datant de 88, mais il fallait vraiment la mettre en cause avec tout ce qu'on avait aujourd'hui et voir s'il s'agissait de la même personne. Et peut-être que là, les enquêteurs avaient un suspect intéressant. Les empreintes digitales appartenaient à Bradley Robert Edwards, un ancien technicien d'hôpital marié. Il avait des antécédents avec la police d'attaques contre des femmes, notamment, je cite, l'une de ses premières infractions enregistrées s'était produite en 1980 lorsqu'il a attrapé une collègue et l'a traînée dans les toilettes. Lorsqu'il était seul avec elle, il a essayé de la violer. Elle a crié, s'est débattue, donc il a soudainement arrêté ce qu'il faisait et il s'est excusé avant de partir comme si de rien n'était. Et c'est la victime qui avait parlé de Bradley à l'hôpital. Il a été confronté aux allégations par ces personnes qui le dirigeaient, parce qu'il était salarié. Il avait expliqué et justifié ses actions en disant qu'il traversait une période assez difficile et donc il se comportait de manière hors de lui. Il ne se contrôlait pas. Selon lui, sa petite amie faisait pression sur lui pour qu'il se marie et le stress en fait avait totalement changé sa vision des choses. Évidemment, l'hôpital, au lieu de le licencier ou peu importe, ils lui ont donné une promotion parce qu'il a été honnête. Non, ce n'est pas une blague. Après s'être remis de son bad mood, et je dis ça entre guillemets, ce qui a changé sa personnalité, lui et sa fiancée se sont mariés. Revenons à notre enquête, il a donc été interrogé. Pour eux, c'était lui, mais ils n'ont pas pu le faire avouer et ils n'acceptaient pas non plus de passer un test ADN. Ils l'ont laissé partir à contre-cœur par manque de preuves ou d'éléments, mais les enquêteurs savaient que c'était lui et ils savaient qu'ils allaient le revoir. Ils voulaient obtenir son ADN, qu'il coopère ou non, donc ils ont suivi Bradley dans la ville. Ils l'ont observé jeter une bouteille de soda à la poubelle dans une salle de cinéma, ils ont été la chercher, ils l'ont récupérée et ils l'ont envoyée pour analyse. Très malin. Évidemment, lorsqu'ils ont reçu le résultat d'analyse, on s'est rendu compte que les traces ADN qui étaient sur la bouteille correspondaient à la composition biologique du tueur de Claremont. Ils se sont donc rendus chez Bradley le 22 décembre 2016 et ils l'ont placé en état d'arrestation pour les meurtres de Sarah, Jane et Chiara. Nous sommes donc sur une enquête riche en rebondissements. On a eu un mandat de perquisition pour la résidence de Bradley et aussi sa voiture qui lui avait été fournie par son employeur. Les images de sa voiture ont été montrées aux nouvelles et des témoins ont téléphoné à la police pour dire qu'un homme qui conduisait exactement la même marque et le même modèle avait essayé de les prendre en voiture lorsqu'elle marchait seule.
En plus de ça, les fibres prélevées sur le tapis bleu de la voiture correspondaient à celles retrouvées sur les corps de Jane et de Chiara. Lorsque les preuves ADN ont été découvertes sur le kimono et qui avaient été laissées sur les lieux en 88, on a tout comparé à l'ADN de Bradley et à celui qui était sous les ongles de Chiara et tout concordait. Il était donc coupable. Dans son garage, les enquêteurs ont trouvé une collection de sous-vêtements pour femmes, des jouets sexuels assez violents et des images pornographiques qui montraient des viols. Bradley a dit aux détectives qu'ils avaient le mauvais homme et qu'il était innocent de tout ça. Il est resté catégorique sur le fait qu'il n'avait pas été le tueur de Claremont, mais il avait quand même admis l'attaque en 88 et le viol en 95. Le 25 novembre 2019, 300 après avoir été placé en détention provisoire, Edwards a obtenu son procès, mais il ne le voulait pas devant un jury, il le voulait uniquement devant un juge. Les procureurs ont présenté leur cas, ils voulaient montrer une corrélation inquiétante entre tout ce qui se passait dans sa vie et les crimes qui se sont produits. Pour appuyer leur argument, ils ont dit qu'il avait une compulsion incontrôlée et les procureurs ont souligné que sa femme avait demandé le divorce en janvier 96 après s'être mariée. Et moins d'une semaine après le divorce, Sarah Spears a été kidnappée, enlevée, torturée et tuée. Enfin du moins, c'est ce que nous pensons, étant donné que son corps n'a jamais été retrouvé. En printemps 96, son ex-femme l'avait rappelé pour lui dire qu'elle était avec un nouvel homme et qu'ils attendaient un nouveau bébé. Quelques jours plus tard, Jane Rimmer meurt. Au début de 97, Bradley Edwards commence à sortir avec une femme, il était devenu proche d'elle, elle l'a quitté quelques mois plus tard et suite à ça, Chiara a été kidnappée et l'a payé de sa vie alors qu'elle ne connaissait ni Bradley, ni la femme. Il a épousé sa deuxième femme en avril 97 et les enlèvements et les meurtres à Claremont se sont mystérieusement calmés. Il était heureux dans sa nouvelle relation, il n'avait donc plus aucune raison pour tuer qui que ce soit. Le moment est venu pour la défense de plaider leur cause, ils ont fait valoir que les preuves ADN étaient anciennes et peut-être corrompues. Ils ont donc remis en question la fiabilité des enquêteurs. Finalement, le procès a quand même duré 7 mois et il s'est terminé le 25 juin 2020. Après avoir réfléchi aux preuves qu'ils avaient présentées, le juge a déclaré Bradley Edwards coupable des meurtres de Jan Rimmer et de Chiara Glennon et l'a condamné à prison à vie avec la possibilité d'une libération conditionnelle après 40 ans. Étant donné qu'il aura à peu près 90 ans à ce moment-là, il est probable qu'il ne revoie jamais rien en dehors de la prison. Vu que les restes de Sarah n'ont jamais été retrouvés, Bradley a été déclaré non coupable de sa disparition. En raison de son refus d'assumer la responsabilité de tous ces crimes, on n'aura jamais aucune nouvelle par rapport à Sarah, on ne saura pas ce qui s'est passé, on ne saura pas si c'est lui, on ne saura pas si elle a disparu, si elle a été tuée, si elle est toujours en vie, on ne saura rien. Il semblait en fait que Bradley était un homme qui n'arrivait pas à gérer les épreuves de la vie, notamment les problèmes, j'ai envie de dire, sauf en faisant du mal aux autres. Dès que les choses ne se passaient pas comme il le voulait, dès qu'il perdait le contrôle, il en fait tirait une certaine plaisance et jouissance dans le fait de tuer les autres, je sais pas pourquoi. C'est vraiment quelque chose que j'arrive pas à comprendre psychologiquement, ne pas gérer son stress comme ça en allant faire du mal aux autres. Finalement, il trouva un soulagement dans la souffrance de ses victimes et c'est sur ces mots que j'arrête cette vidéo. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo a pu vous intéresser et vous intriguer. Je suis un petit peu dégoûté de ne pas avoir de nouvelles par rapport à Sarah, peut-être qu'elle est toujours en vie. Honnêtement, j'y crois pas si c'est vraiment lui qui a fait ce crime, celui de Sarah. Je pense pas qu'elle soit encore en vie aujourd'hui, mais il est vrai qu'on n'a aucune information supplémentaire par rapport à elle. J'espère que la vidéo a pu vous intéresser et vous intriguer. Si tel est le cas, n'oubliez vraiment pas de liker juste en dessous, de commenter pour le référencement en me donnant un petit peu votre théorie par rapport à Sarah notamment, mais également en me disant ce que vous pensez de cette conclusion générale que j'ai faite sur un petit peu sa santé mentale. Je vous laisserai vous abonner à la chaîne si notre contenu vous plaît, ça aide vraiment à faire développer le travail. En ce qui me concerne, je vous retrouve dans 2 jours. J'espère que j'ai pu être à la hauteur de ce script et je vous retrouve très prochainement. En attendant, prenez soin de vous et merci de m'avoir écouté jusqu'ici.